Merci, monsieur le directeur général. Nous en venons aux orateurs des groupes qui disposent chacun de 3 minutes. Donc, monsieur le directeur général, je vous demanderai de leur répondre de manière aussi précise et concise que possible. Et nous démarrons avec monsieur Nicolas Dragon. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, Monsieur le directeur général de l'ANDRA, en propos liminaire, la relance du nucléaire civil doit intervenir dans un cadre de sûreté très élevé. Nos compatriotes français y sont très attachés, comme ils sont attachés à notre souveraineté énergétique. C'est cette souveraineté qui a été mise à mal au nom d'accords électoraux sulfureux par des écolos, bobos, vélos, avec la complicité des socialistes, mais aussi des macronistes, toujours main dans la main quand il s'agit d'aller à l'encontre de l'intérêt supérieur des Français. Écolo bobo vélo qui sont toujours prêts à tout et rongés par une idéologie qui appelle à la décroissance massive du niveau de vie des Français ainsi qu'à des pertes de compétitivité pour nos entreprises. Au moins une d'entre vous, d'ailleurs, a pu s'en féliciter il y a peu quand un journal alertait sur la grande panne de la consommation française. C'est ainsi que la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, en parfait état de marche, sur une décision politique absurde, est le plus grave exemple parmi d'autres de cette idéologie qui a failli nous coûter, avec du reste le concours de la Commission de Bruxelles. Oui, chers collègues, l'avenir de la nation française repose aussi sur le pilier énergétique. Il est essentiel pour notre développement et notre réindustrialisation. Pour cela, la fourniture de courant, qui est un besoin nécessaire au quotidien, doit reposer sur sa production nucléaire. Elle était jadis la moins chère, la plus abondante de toute l'Europe. Mais cela, c'était avant l'ouverture à la concurrence, l'indexation des prix de l'électricité sur le gaz, l'installation massive d'éoliennes, comme dans mon département de l'Aisne, qui ont pu aboutir au saccage généralisé de notre industrie nucléaire, fleuron national avec ses 220 000 emplois. Fort heureusement, sous la pression du Rassemblement national, premier groupe parlementaire, ne vous en déplaise, chers collègues, les événements s'inversent au vu de la forte demande d'électricité attendue dans notre pays dans les prochaines décennies. Tout cela demande de l'excellence, de la compétence et de la volonté pour relancer notre industrie nucléaire. Il y a urgence. Urgence pour prolonger le parc nucléaire existant qui compte 56 réacteurs, finir de mener à bien l'ouverture complète du premier EPR français à Flamanville, mener le futur plan de construction de plusieurs nouveaux EPR, urgence pour le développement des SMR, ces petits réacteurs modulaires qui vont être une vraie solution d'avenir. Urgence enfin pour la réforme de l'autorité de sûreté nucléaire et de la radioprotection au 1er janvier 2025. L'objectif de la réforme votée est de gagner en rapidité tout en maintenant une sécurité constante. Monsieur le directeur général, ma première question, pouvez-vous nous préciser les contours de votre future gouvernance si d'aventure le Parlement valide votre candidature? Pensez-vous également avoir les moyens de cette gouvernance en ces temps de calamité budgétaire? Et enfin, pouvez-vous nous dire l'avancée du projet CIGEO, futur centre d'enfouissement des déchets radioactifs à longue durée? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Très bien. Merci, monsieur le député Dragon. Je vais répondre en 3 points. La gouvernance, ce que je sais de la question des budgets, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plusieurs fois. Un mot sur CIGEO et peut-être aussi en amont un mot sur la politique énergétique. Ce n'est pas à l'autorité de sûreté de choisir la politique énergétique du pays. En revanche, elle doit porter une voix forte sur les grands enjeux, et c'est ce que j'ai évoqué dans mon propos liminaire. Avant même de parler de la gouvernance de l'autorité de sûreté, il faut souligner le rôle de l'autorité de sûreté dans le cadre des débats sur la politique énergétique, c'est de dire quels sont les enjeux de sûreté. Et les enjeux de sûreté, ils sont liés à anticiper l'allongement de durée de vie, de façon à ne pas se retrouver dans une situation où à un moment il faudrait choisir entre la sécurité d'approvisionnement et la sûreté. Il n'en est pas question, notre mission c'est bien la sûreté. La question du renouvellement du parc, parce qu'il y a un effet falaise lié à la construction, donc il faut clarifier la politique énergétique à moyen terme, là encore pour ne se retrouver dans une situation, ne pas se retrouver dans une situation où il faudrait prolonger excessivement les centrales nucléaires existantes. Et le troisième sujet, et on l'oublie souvent, et je le souligne, et je le soulignerai à de nombreuses reprises, ce sont les usines du combustible, où là aussi, il faut anticiper les décisions, mener les instructions techniques pour savoir les unités qu'il faut remplacer, je pense à Melox en particulier, ou celles sur lesquelles il y a des réinvestissements à faire, je pense à La Hague en particulier, et le lien avec l'entreposage. Maintenant, un mot sur la gouvernance. Et en m'adressant à vous, je m'adresse aussi au personnel de la SN et de l'IRSN, et surtout de l'IRSN, qui sont peu accoutumés au fonctionnement d'une autorité de sûreté. La gouvernance, elle est à 2 étages.
il y a une direction générale des services qui donc voilà la responsabilité de la direction générale de l'ensemble de l'ASN aujourd'hui et de la SNR demain, IRSN et ASN fusionnés. Et c'est eux qui s'occupent de l'instruction, de l'expertise et de la production des dossiers pour le collège. Et ensuite, il y a un étage qui s'appelle le collège, et c'est le collège qui prend ses décisions de manière collégiale. Et j'insiste là-dessus, le président de l'ASN n'est pas le président directeur général de l'ASN ou de la future ASNR. Il est le président d'un collège, et les décisions doivent être prises de manière collégiale. C'est une manière de tempérer les pouvoirs du président. C'est une manière aussi de traiter les questions déontologiques qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est aussi une manière d'avoir une décision éclairée à l'étage du collège. Et c'est bien ce collège qui prendra les grandes décisions d'orientation. Troisième question, qui était la question des moyens et du budget. Bien évidemment, il faut assurer à l'autorité de sûreté les moyens qui lui sont nécessaires aujourd'hui et demain. Pour préparer le budget de l'année prochaine, il fallait d'une part assurer la continuité des moyens, alors sachant qu'on partait d'une autorité administrative d'un côté, et donc à 100% budgétaire, et de l'autre côté d'un établissement public qui non seulement avait des ressources tierces, au-delà des dotations budgétaires, mais était en fait ces dernières années sous-doté et consommait sa trésorerie et son fonds de roulement. Il fallait donc un premier enjeu qui était de remettre à niveau le niveau budgétaire. La deuxième question, c'était bien évidemment de traiter les effets liés à la fusion, notamment en termes de TVA, en termes de recettes transférées au CEA. Et ça, c'était le deuxième sujet. Et le troisième sujet, c'est qu'il y a forcément, au démarrage d'une autorité de sûreté, des surcoûts liés à cette mise en place d'autorité de sûreté. Il fallait également les couvrir. Je n'ai pas forcément les toutes dernières informations, et ceux qui sont directement sur la question budgétaire sont peut-être plus informés que moi, mais ma compréhension à la date d'hier est la suivante. Le président de Rosuc vous a alerté sur le niveau de dotation et le manque de 37 millions pour l'autorité de sûreté. Je tiens à souligner d'ailleurs en termes de gouvernance que c'est la force d'une ANAI que de pouvoir s'adresser directement à vous, ce que ne peut pas faire un directeur général d'établissement public qui est tenu à la loyauté vis-à-vis des arbitrages qui sont rendus par ses tutelles. Et donc ces 37 millions, il fallait les trouver. 20 millions ont été remis dans le PLF en base, et les 17 millions qui manquent, encore aujourd'hui, le dernier effort, il viendrait en première analyse de rescrits fiscaux qui sont encore en cours de discussion. Si cela ne devait pas aboutir, bien évidemment, je serais amené, si je suis en fonction, à réattirer l'attention sur le niveau des moyens de l'autorité de sûreté pour bien démarrer, sachant que les sommes dont on parle ne sont pas celles qui payent les effectifs, mais qui assurent le fonctionnement. C'est donc d'autant plus important d'en disposer. Sur CIGEO et où on en est, et d'ailleurs ça permettra d'éclairer comment je vais m'en détacher, le dossier a été déposé en 2023, en janvier 2023, il a été mis à l'instruction. Il est donc entre les mains de l'ASN et de l'IRSN. L'instruction technique durera une trentaine de mois, ce qui nous mène à la mi-2025, pour être mis après à l'enquête publique à la mi-2026. Cette instruction se déroule en 3 temps, 3 ce qu'on appelle groupes permanents. Un premier groupe permanent s'est tenu, le deuxième va se tenir au mois de novembre et le troisième à la mi-2025. À ce moment-là, l'ANDRA remettra à jour son dossier pour le mettre à l'enquête publique. Il sera mis à l'enquête publique probablement à la fin 2026. Le décret serait alors attendu à l'horizon fin 27-28. C'est pour cela, et je le redis, que pendant toute la durée de mandat, je ne m'occuperai sous aucune forme que ce soit du dossier CIGEO, et notamment de la préparation du décret. Ça se fera sous l'autorité des services parce que c'est eux qui travaillent. Et pour ce qui est des décisions du collège, sous l'autorité des 4 commissaires du collège, mais je ne m'occuperai pas de ce dossier jusqu'à la sortie de son décret et jusqu'à la fin de mon mandat. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général.